Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, on reprend notre saison avec nos rencontres mensuelles. Oui. Et cette fois-ci, on a plusieurs sujets. On va commencer par un sujet probablement des plus importants. On a appris tout récemment que le travail sur lequel vous travaillez depuis des années, et que vous êtes même porteur vous-même de ce projet-là, vous l'avez porté à bout de bras. Moi-même, je l'ai dit en ondes il n'y a pas très longtemps, la zone d'économie bleue. C'est un nom de la part du gouvernement du Québec, confirmé par le député de Gaspé à Gaspé. Ce que lui invoque, c'est un manque de financement privé et qui ne serait pas en phase avec certains projets concrets, combiné à un problème de gouvernance. En gros, c'est la raison de Québec. On reçoit comment ça, vous, monsieur le maire de Grande-Rivière? Bien, je ne vous le cacherai pas, tu sais, que le 7 octobre, quand on a eu une rencontre avec le sous-ministre, puis avec les représentants au niveau administratif, là, qui étaient beaucoup impliqués au niveau du dossier, puis qu'on a eu comme réponse, là, comme quoi, que contexte budgétaire, le fait qu'on n'a pas encore de joueurs majeurs internationaux d'attachés au projet, puis semblerait-il que pas assez d'investissement privé là, dans le cadre du projet. Ça a été un peu comme une douche froide là, qu'on a reçu à ce moment-là, parce que moi, j'étais plus dans un état d'esprit. J'attendais de vraiment connaître c'était quoi les attentes du gouvernement en termes de financement privé. Le nombre de projets, parce que tout dernièrement, comme vous le savez, avec la dernière visite du ministre Fitzgibbon, c'est que semblerait-il que le projet, il restait juste là, à connaître un peu la hauteur des investissements privés. Puis moi, j'étais au courant un peu de plusieurs projets là, dans lesquels on travaillait. Là. Donc, à ce moment-là, pour qu'on parle d'investissement privé, quand on parle d'investissement privé majeur, oui. Nous, on nous a demandé de travailler sur ces dossiers-là. Donc, on avait 2 dossiers spécifiques qui étaient dans le cadre du projet. Puis nous, on voit toujours avec les orientations aussi de l'administratif. Ce qui est important là, de comprendre, c'est que je veux juste faire un petit retour en arrière pour en arriver, pour assez bien comprendre. Oui, oui. C'est quoi, tout d'abord, là, quand il y a eu les projets de zone d'innovation, c'est une initiative du MI. Donc, nous, au niveau de la MRC Rocher-Percé, on a décidé de déposer notre propre projet. En contrepartie, on savait que le Bas-Saran déposait un projet aussi. Donc, à un moment donné, on a eu une rencontre avec le ministère, entre autres le sous-ministre du MI, puis il nous a fait part qu'il n'y aura pas de projet de zone d'innovation dans toutes les régions du Québec. Il va y avoir un maximum de 8-9 zones au Québec. Puis, si on veut se donner vraiment une réelle chance d'avoir une zone au niveau de l'économie bleue, ça serait important peut-être de travailler ensemble. Donc là, à ce moment-là, on était un peu, par la force des choses, forcés à travailler avec le Bas-Saint-Laurent. Donc, nous, notre projet, notre force, c'était la capture, la transformation. Ouais. Puis le Bas-Saint-Laurent, c'était les biotechnologies marines, puis recherche-développement. Puis en plus, on avait l'UQAR qui devait être là, mais l'UQAR couvre l'Est du Québec. Donc, on a travaillé ensemble, puis je pense que ça a été une bonne solution parce qu'en réalité, on était très, très complémentaires. Moi, j'avais beaucoup d'acteurs au niveau de capture, transformation. On ne se cachera pas que Rimouski soit reconnu avec le niveau de l'innovation. Donc, le 9 décembre 2022, on a présenté le projet. Suite à la présentation du projet, le comité interministériel qui faisait partie de l'analyse du projet nous a fait part que notre projet administratif, on avait la note de passage pour continuer. Donc, on a eu le financement pour être en mesure de poursuivre nos activités. L'autre date stratégique qu'on a eue, c'est qu'au mois de novembre 2023, on a eu une rencontre avec le ministre Fitzgibbon. C'était en réalité super ministre. Donc, on savait que c'était une décision politique. Donc, il fallait avoir l'aval du ministre Fitzgibbon qui a été donné avec des conditions dans lesquelles on devait répondre. C'est-à-dire travailler sur des projets porteurs. Un, dans le secteur Rocher-Percé, qui est un peu le parc bioalimentaire marin à Sainte-Thérèse pour l'accueil des startups. Puis au niveau de Rimouski, on travaillait plus sur un projet d'agrandissement avec le CRBM. C'était les 2 projets. Au niveau
Il y a eu un autre événement qui est arrivé au mois de mars, cette année. On ne se le cachera pas, là, ça fait les médias, au niveau de la gouvernance, ce qui se passait avec l'entité Soper puis Novarium. Mais c'était des entités indépendantes qui étaient un peu là, des organisations, oui, qui faisaient partie un peu de l'écosystème. Sauf que nous, à ce moment-là, il nous a été demandé de travailler plus au niveau de la gouvernance pendant la période estivale. Donc, on a posé la question, est-ce que ça met un frein à ce moment-là? Non, ça ne met pas un frein. On vous demande de régulariser la gouvernance. Donc, ce qu'on a fait, nous, on a approché les administrateurs qui avaient été ciblés pour être en mesure d'avoir un réel conseil d'administration qui est composé du recteur de l'UQAR, du directeur général de l'ISMER. On avait David Courtemanche aussi, VP, qui est Mérina. Moi, j'étais secrétaire trésorier en tant que maire. On avait aussi là, des représentants d'entreprise. Henri Capperton, Pêcherie Stuaire, l'ancien directeur général de Gagnon et Fils. Puis on avait aussi Raphaël Cyr Lelièvre, de Lelièvre Le Moyen. Alors, comme observateur, on avait un représentant du MI, Denis Loric. Donc, et M. Moreau aussi, peut-être? Puis M. Moreau, on avait les deux directeurs généraux. Oui, effectivement, nos deux directeurs généraux, parce que, veux pas, c'était un projet dans lequel on a une orientation de développement économique pour les 10-15 prochaines années. Donc, on avait tous mis ces acteurs-là. Donc, pendant la période estivale, moi, ma préoccupation, c'était les investissements privés. Donc là, moi, suite à cette réponse-là, présentement, ce qui ressort comme information, pas d'investissement privé. Juste dans le centre d'innovation, là, à Grande-Rivière, le district d'innovation maritime, là, que je te parle des industriels, je te parle de Gagnon et Fils, le Lien Moyen, Poisson Salé Gaspésien, Crustacés Gaspé, FIPEC, Métal Plus, Conception FMP, mettons, à Newport, là. Juste ces projets-là, là, à eux, ils avaient des projets pour presque 50 millions d'investissements privés. Quand même. 50 millions. Puis je vous dis juste que la première zone qui a été annoncée à Sherbrooke, là, il y a une entreprise qui a investi 100 millions. Moi, j'avais un groupe d'entreprises dans Rocher-Percé qui avait 50 millions d'investissements privés. Puis je ne vous parle pas des investissements à Rimouski. Ce 50 millions-là, rapporté de l'ensemble des investissements pour notre secteur à nous, c'était de 246 millions. Donc, est-ce qu'on avait des investissements privés? Oui. Est-ce qu'au niveau administratif, le dossier se tenait? Parce que si, à matin, ça prenait absolument un investisseur étranger d'ordre international, comme qui a été mentionné, bien, en décembre 2022, il nous aurait dit « Vous n'avez pas tout le portrait réel pour être en mesure de pouvoir avoir une zone d'innovation. » Mais on a continué. Puis quand on est arrivé à la rencontre, puis là, à ce moment-là, on nous a fait part, bien, vous n'avez pas de dossier à portée internationale. Mais on a deux présentement qui Investissement Québec travaille, qui est Amor Seafood, puis Aqua-Boréal. Aqua-Boréal, c'est un projet de 530 millions. Puis Amor Seafood, c'est un projet de 80 millions. Puis notre objectif, c'est qu'avec Amor Seafood, c'était de travailler pour reprendre un peu la continuité à Newport, là, au niveau marin, comment tu appelles ça, au niveau des pétoncles, l'élevage de pétoncles, à Newport. Donc là, c'est un dossier présentement qui est comme un peu en arrêt. Donc on voulait avoir la continuité de ce dossier-là parce que le bâtiment est là, la prise d'eau de mer est là, puis les permis sont en vigueur. Donc, moi, personnellement, ce que je mentionne, c'est sûr, certain que, la seule chose que je peux juste dire, c'est que quand on dit que le dossier est sur le bureau du ministre, donc là, c'est une question politique. Donc, le politique, il y a eu un changement de ministre, puis dans l'espace de 2 semaines, ben, on se fait dire non. Donc, pour ce qui me concerne, quand je dis que c'est une décision politique, ben, c'est une décision politique. Ça pourrait ne pas être étranger au changement de ministre. Ça pourrait. Reste que nous, on a posé la question, nous, à la radio, au député Stéphane Sainte-Croix, qui a dit non, ça n'a rien à voir avec le changement de ministre. Ce qu'il a dit à la radio, c'est ceci. Nous avons briefé la nouvelle ministre, Mme Fréchette, de ce dossier-là. Nous avons, évidemment, qui connaissait bien le dossier, Mme Maïté Blanchet-Vézina. Alors, tous les gens qui devaient être briefés lors du changement de ministre, ça a été fait. Reste qu'au final, ça a été non. On fait quoi à partir d'aujourd'hui?
Ben écoutez, moi, c'est sûr que le processus là, dans lequel on est impliqué présentement, au niveau, ce qui est côté positif qui ressort de ça, c'est qu'on est en mesure d'aller de l'avant avec le projet du Carrefour d'innovation, un investissement de 25,6 millions qui est en cours de construction présentement avec Mérina, donc nous permet d'avoir un centre de recherche-développement à proximité. Même dans le cohort de la zone d'innovation, ben, on a réussi à attacher le financement pour la première phase au niveau de la municipalisation du parc, mettant à 4,7 millions. Là, présentement, il nous est proposé de travailler sur un projet porteur là, pour la Gaspésie, entre autres à Grande-Rivière, puis un projet porteur à Rimouski. On est résiduel pour travailler là-dessus, donc le CA est en place. Okay. Malgré qu'on a présenté cette nouvelle très négative, je pense que les administrateurs ont décidé de maintenir la cohésion du conseil d'administration, de poursuivre le travail qui avait été débuté. On a plusieurs projets. Écoute, oui, on ne sera pas peut-être désigné zone d'innovation, mais il reste qu'on ne se le cachera pas. On a besoin d'innover le secteur, de continuer avec des représentants de l'ensemble de la filière, de s'assurer de bien accompagner l'ensemble des acteurs. Donc, si on veut démarrer des startups d'entreprise, bien, moi, ce qui est important, c'est d'avoir des ressources. Donc, on est dans cet esprit-là. Donc, on doit déposer là, une proposition au MI pour la continuité des choses. Mais il reste que, pour ma part à moi, là, le plan d'affaires qui est déposé, il se tient toujours. Moi, personnellement, là, le projet de Zone Bleue, là, en ce qui me concerne, là, on peut trouver des éléments à dire, si je te dis qu'il n'y a pas d'investissement privé, je te dis juste dans Rocher-Percé, j'en ai 50 millions. Pas de projet porteur international, je viens de t'en nommer. Puis la problématique au Québec, c'est que pour les projets aquacoles, présentement, c'est plus difficile à investir au Québec que d'investir dans les provinces maritimes. Parce que les provinces maritimes, tu fais uniquement affaire pratiquement avec le gouvernement du Canada. Tandis qu'au Québec, tu fais affaire avec deux systèmes. Les ministères du gouvernement du Québec, puis les ministères fédéraux qui font en sorte que ça devient compliqué. Puis c'est une des raisons pourquoi, que, entre autres, à Mont Seafood, leur première phase qui sont supposés d'investir ici, ils ont décidé d'investir à Terre-Neuve puis à l'île des Princes-Édouards. Puis une des raisons pourquoi ils veulent investir au Québec, c'est parce qu'on a le plus grand, le CCTT qui est Mérinov, qui ont développé une collaboration, puis ils reconnaissent la compétence au niveau aquacole de Mérinov. Donc c'est ça qui maintiennent leur intérêt à investir au Québec. Mais maintenant, il faut être facilitateur pour être en mesure. Puis nous, la zone d'innovation, bien, c'est ça, le comité interministériel, on aurait pu travailler ensemble pour assurer de bien accompagner Mont Seafood. Donc, il y avait deux projets porteurs. C'est sûr qu'à très court terme, je ne peux pas vous dire que ça aurait pu se faire à très court terme, mais une zone d'innovation, c'est 10-15 ans. Puis il ne faut pas se le cacher, un projet aquacole, tu déposes, ça prend un certificat d'autorisation. Puis si on veut avoir une acceptabilité sociale, souvent ça prend un BAP. Un BAP, vous savez que ça prend du temps. Donc, je sais, si le gouvernement exige un BAP, je ne peux pas dire qu'on va être en mesure d'accoucher un projet de cette ampleur-là. Puis d'un autre côté, quand on me dit que c'est dans un contexte économique, situation financière qui font en sorte qu'on a décidé peut-être de mettre de côté certains projets, mais comment on peut financer des gros projets de telle portée? Moi, je me pose cette question-là. OK. Je vais juste... je sais, on sent chez vous une certaine amertume, et ça se comprend que vous avez porté ce dossier-là à bout de bras, hors de vos fonctions de maire et de directeur général, également de Junexport. Donc, ça a été on sent chez vous une déception, mais un certain espoir quand même, mal pris. Vous retenez quoi comme... Je termine ce dossier-là en vous demandant ceci. Vous retenez quoi personnellement comme leçon dans ce dossier-ci? Bien, écoutez, moi, ce que je retiens, là, écoutez, la vie continue, là. Puis moi, je suis maire, puis c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à travailler, là, moi, je pourrais dire, je suis quelqu'un, là, qui veut toujours... aller de l'avant. Moi, ce qui me concerne, c'est comme c'est un défi, là, tu sais. C'est un défi. Peut-être qu'effectivement, on peut peut-être changer certaines orientations. Parce que je ne vous le cacherai pas, moi, travailler sur un projet dans lequel il y a une grande portée à l'extérieur de la Gaspésie ou à l'extérieur de l'Invertie Rocher-Percé. Écoutez, moi, je suis maire de la ville de Grande-Rivière. Donc, en réalité, moi, je veux travailler beaucoup pour les intérêts
de mon secteur. Puis effectivement, si ces retombées-là peuvent en avoir autant pour la côte de Gaspé, que ce soit pour les îles de la Madeleine, peu importe, mais au moins c'est en région, tu sais. Donc moi, je veux travailler dans cette optique-là. Parce que les zones d'innovation, il fallait que ça avait une portée aussi provinciale. Donc nous, on mettait de l'emphase sur l'école des pêches, qui était une des 5 écoles nationales. On avait Mérina, le CTT, via notre étude de Raymond Chabot de Gwen Thornton qu'on avait faite, la valeur de débarquement de 329 millions. On avait des retombées économiques de 157 millions, 1308 emplois indirects qui étaient impliqués dans le secteur des pêches. Donc on mettait de l'emphase là-dessus. C'est sûr que moi, je veux travailler là-dessus. Moi, mon énergie, je veux m'assurer que l'écosystème des pêches en Gaspésie, puis via le CA de la zone, c'est sûr que moi, le projet, c'est une des rares fois que la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent travaillent ensemble. Donc moi, je veux maintenir cette cohésion-là parce qu'effectivement, là, on est complémentaires. Notre faiblesse, nous, c'est beaucoup le volet innovation qu'on retrouve maintenant à Rimouski. Puis pour le secteur des pêches, bien, j'ai toujours voulu faire la démonstration. La pêche puis la transformation, c'est surtout en région qui est la Gaspésie. C'est pourquoi moi, je mettais de l'emphase sur la capture et la transformation. Mais avec Mérinov, qui est là présentement, le projet de Carrefour d'Innovation, ça va nous permettre d'avoir un centre de proximité. Voilà, ça c'est pour le sujet principal. Et on y reviendra de toute façon dans d'autres entrevues si le cœur vous en dit ou s'il y a des affaires qui avancent. Ah oui, écoutez, il n'y a pas de problème. Inauguration de l'aérogare, du nouvel aérogare, de la nouvelle aérogare. Plus de 2 millions de dollars, Québec, Ottawa, MRC. Mais c'est chez vous, à Grande-Rivière, c'est ici, à Grande-Rivière-Ouest, que l'aéroport est situé. C'est quand même pas peu comme investissement. Tout le monde y était à cette annonce. Vous recevez ça comment, cette annonce-là? Bien, tu sais, moi, là, tu sais, c'est sûr que c'est un projet que ça fait longtemps que tout le monde en parle. Tu sais, moi, je disais aux gens, tu sais, je suis maire depuis 2017, mais pour les gens qui s'en rappellent, j'ai été conseiller aussi municipal à la ville de Grande-Rivière pour la période 2005-2009. L'autre mandat, je m'avais présenté, mais tu sais, mais ce que je veux juste dire, c'est que ce dossier-là, à ce moment-là, il était très, très actif, là, tu sais. Et puis, à l'annonce, je ne le cacherai pas, tu sais, moi, j'ai eu une pensée là, pour M. Edmond Sirois, qui était préfet, qui était maire de la ville, puis moi, personnellement, tu sais, il m'a tout le temps dit, tu sais, Gino, comme conseiller, parce que je savais que je travaille beaucoup sur les dossiers de développement économique, c'est le dossier, là, municipalisation du parc, puis le dossier de l'aéroport, tu sais, c'était des dossiers qui étaient stratégiques pour la municipalité. Puis je vous dirais même Romuald Boutan, tu sais, lui aussi, là, tu sais, il a travaillé fort à ce niveau-là. Mais moi, je ne vous le cacherai pas. Une pensée que j'avais vue, c'était pour M. Gazan, Edmond Sirois. Donc, l'annonce d'hier, écoutez, c'est une super belle annonce. On a investi pratiquement 12 millions, agrandissement de la piste, l'aérogare est là. Éventuellement, dans notre planification stratégique, on veut faire de quoi pour développer le tourisme, s'assurer d'avoir des vols autant publics, privés, faire de la forfaitisation là, dans le secteur. Et puis nous, on veut pas... éventuellement, ça va nous prendre aussi certains services comme une location d'auto, de proximité. Oui, c'est vrai. Donc, il y a tout là, un système à bâtir avec les entreprises là, une grappe économique. Une genre de petite grappe économique autour de ça. Donc, je pense que la prochaine étape, c'est d'avoir une ressource, quelqu'un qui va travailler là-dessus au niveau de la MRC. Mais comme vous le savez, la MRC, c'est la propriété. L'aéroport, c'est la propriété de la MRC. Exact. Mais nous, la ville, c'est sûr qu'étant donné qu'elle est sur notre territoire, on a tout intérêt là, à servir de cet outil-là de développement, autant pour le tourisme, puis je pense aussi que ça peut être une portée aussi pour l'industrie des pêches. Ça, je ne vous le cacherai pas, tantôt on parlait de l'économie bleue, mais moi, dans l'économie bleue, ça faisait partie aussi. Mais là, on n'a plus de zone d'innovation, on n'a plus le même coffre-outil, donc là, il faut passer autrement. Donc, mais il reste que c'était un très bel investissement. C'est bien dit. Autre inauguration, la piste derrière... Piste d'athlétisme. Derrière la polyvalente. Là, en arrière, juste à côté du complexe sportif de Jardin de Grande-Rivière, qui est en réalité l'aréna. Oui, OK. Ça, ce projet-là... tu sais, moi, là, en tant que j'étais conseiller des années 2005, j'ai travaillé fort. J'ai un projet que j'ai monté là, à peu près 330 000 $. C'était pour la mise en place d'un terrain de football. Qui était, le terrain qui est là,
J'ai réussi, moi, à aller chercher l'argent, puis d'aller chercher les équipements, à peu près 80 000 $ pour avoir une équipe de football qu'on avait. J'étais même président, entre autres, de l'équipe à cette période-là. Le but de ça, c'était pour l'utilisation pour plusieurs activités. Là, on a des activités de soccer. Puis, avec l'arrivée de Brigitte Paradis, là, qui quelques années passées, ben, elle a initié l'athlétisme. Puis là, on nous faisait part de, des installations, des infrastructures qu'on avait besoin. Mais nous, on avait fait faire un peu une petite analyse là, via une firme extérieure. Puis le coût, c'était un gros investissement. Là, on parlait d'un investissement de plus de 600 000 $ à ce moment-là. Donc, c'est sûr que la ville de Grande-Vière a une population de 3 500. On n'avait pas la capacité là, pour aller financer une telle infrastructure. Mais par contre, on avait travaillé sur le projet, on avait l'information. Puis, avec le COVID, bien, il y a eu plein d'opportunités. Donc, le gouvernement du Canada a mis du financement qui était disponible pour certaines initiatives. Le projet de combien? Bien, présentement, le projet à Grande-Vière, final, là, on parle d'un projet de 732 000 $. D'accord. On a réussi à aller chercher 551 163 de Développement économique Canada. Donc, on a fait faire monter un plan d'affaires, on l'a déposé avec cette contribution-là. Ouais. Là, c'est sûr qu'il manquait à peu près 200 000 $. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des partenaires locaux. Donc, je tiens à remercier Gagnon Fils, qui sont partenaires financiers. On a aussi Pêcherie Michel Collant. Donc, les gens pensent des fois, quand les Vikings sont partis de Grande-Rivière pour aller à Chandler, moi, mon objectif, c'est que l'équipe demeure dans la MRC, mais avec Michel Collant, il y a eu une entente que lui, il y a eu un engagement d'investir aussi pour la piste d'athlétisme, pour le côté communautaire du milieu. On a aussi M. Douglas Leblanc, Habitation Leblanc, qui a investi. On a aussi Distribution Bernatchez. On a l'entreprise FIPEC qui a mis de l'argent. Puis le reste, c'est la participation de la ville. Mais moi, quand je regarde ma politique familiale, politique MADA, qu'on a du parascolaire maintenant, que sur les jeunes du littoral, qu'on a des étudiants, mettons, du primaire, le club de marche, la piste là, a été utilisée par tout le monde. C'est un lieu sécuritaire. Puis je pense que c'est une valeur additionnelle aussi qui va nous permettre de peut-être commencer à travailler, d'attirer des compétitions plus régionales de l'Arctique sur notre secteur. Parce que moi, j'ai comme augmenté un peu l'offre de services en infrastructure avec la piste d'athlétisme. Puis, tout dernièrement, avec le nouveau gymnase à l'école Bon Pasteur, parce que ce projet-là, il y a un volet communautaire. Ouais. Donc, maintenant, on a les plateformes adéquates, si on inclut celle-là de Chandler, pour être en mesure de pouvoir accueillir plusieurs compétitions qu'avant, on ne pouvait pas, mais que dorénavant, on pourra faire. Juste une dernière question à ce sujet-là. C'est aussi pour favoriser les saines habitudes de vie? Favoriser les saines habitudes de vie, puis je vous dirais même, on a créé des AST. L'infrastructure nous a permis aussi de créer des partenariats avec le CIS, parce qu'il y a certaines personnes, suite à un AVC, problèmes psychologiques, mobilité réduite. La piste d'athlétisme, là, si tu ne marches pas sur un trottoir, puis que ton pied est porté, puis que tu es un milieu pas sécuritaire, tandis que là, c'est une plateforme de caoutchouc professionnelle. Puis, la piste d'athlétisme, demain matin, on peut faire une compétition régionale à Grande-Rivière. Puis, on est la seule dans l'Est du Québec. Mais bravo, on vous dit bravo, franchement. Là. Puis, ce que Brigitte Paradis me disait, là, au Québec, là, les municipalités de 5 000 habitants, il n'y a personne qui a une infrastructure comme la nôtre. Ben, bravo, franchement. Dernier sujet en rafale, si vous me permettez, on va terminer avec quelque chose d'un peu plus sombre. La hausse des valeurs mobilières sur votre territoire. Ce qui n'est pas étranger à un rôle d'évaluation qui va probablement changer. Vous avez déjà glissé un mot là-dessus lors de votre présentation à la dernière séance municipale, mais en gros, ça ressemble à quoi, les hausses mobilières? À quoi il faut s'attendre? Nous, quand on a eu... nous autres, en réalité, c'est Servitec qui a le contrat, puis c'est un contrat qui est donné un peu avec la MRC Rocher-Percé, parce que les autres ont comme les contrats de l'évaluation des municipalités. Donc, nous, à Grande-Rivière, la problématique, c'est que la dernière évaluation, c'était pour la période 2017, maintenant 2020, mais en 2020, ça a été reporté jusqu'en 2023. OK? Donc, ça a été reporté, puis là,
Est-ce qu'on fait présentement, c'est pour la période les 3 prochaines années. OK? Donc, à partir du prochain budget. 2025, 2026, 2027. Là, comme vous le savez, bien, le COVID 2022, là, moi, ce que je dis aux gens, ben moi, je me rappelle, moi, j'ai vendu ma maison pour me bâtir, pour faire le nouveau développement, mettons, Jonca. À Grande-Ville, dans les évaluations, il n'y avait pratiquement pas de maison qui se vendait au-delà de 300 000 en 2020. Puis je vous mets au défi en 2024 d'acheter une maison en bas de 300 000. Hein? Le contexte en sorte, l'évaluation, les hausses de taux d'intérêt, l'après-COVID, ça a changé. Oui. Là. Avant les maisons à 150 000, là, on ne voit plus ça. C'est une construction neuve, là, c'est 250 300 000. Puis souvent, c'est des maisons qui sont modestes, puis le taux d'intérêt est élevé. De tout ça, ces impacts-là, ce que je veux comme information, c'est qu'on s'attendait d'avoir une moyenne de 55 à 60 Puis, d'augmentation. D'augmentation, voilà. C'est la moyenne. Donc, une moyenne, ça veut dire qu'il y a des secteurs de ma ville présentement qui ont des augmentations de 80 à 90 OK? Puis là, j'entendais mon collègue, là, le maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon, qui faisait part que lui, il se cassait la tête avec une augmentation de 40 Donc, moi, ma moyenne, présentement, c'est 55 Quand même. Effectivement, on peut jouer sur le taux, ajuster le taux, mais malgré qu'on fait cet exercice-là, le système fait en sorte qu'effectivement, il y a des secteurs qui vont avoir certaines augmentations, oui. Mais on doit travailler avec ça. Puis le nouveau budget, ben les dernières années, là, juste au niveau des produits chimiques, là, moi, je suis arrivé en 2017, on budgétait 70 000, 75 000, puis on jouait à peu près là-dedans. Là, présentement, cette année, là, on avait budgété 125 000. Au mois d'août, on avait déjà atteint 124 000 sur 125 000, puis on vient de recevoir une dernière facture de 42 000 pièces au 31 décembre. Donc, on est rendu, là, pratiquement des augmentations de 100 là, de certains coûts. Puis nous, ben, une ville, on n'est pas comme un gouvernement. Notre pouvoir, c'est surtout le pouvoir de taxation. Mais par contre, ce que j'en suis fier, par contre, c'est qu'on a réalisé des gros projets qui étaient importants pour la ville, que ce soit la caserne de pompiers, oui. Que ce soit la piste d'athlétisme, que ce soit le réseau d'égouts d'aqueduc, la rue du Moulin, le oui. secteur 127 branchements, là, qu'on l'a fait avant la période, parce que présentement, là, il y a des projets de caserne, là, c'est pratiquement là, même pas la moitié de ce qu'on a présentement pour parler des projets de 7-8 millions. Wow! OK? Donc, on a réussi. Moi, présentement, je voulais augmenter les infrastructures de la qualité de vie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Au niveau de la sécurité, la caserne de pompiers est là pour les 50 prochaines années. On a une super de belle brigade. Donc ça, c'est super important. C'est important aussi pour les gens qui veulent choisir où s'établir. Donc les écoles, les gymnases, qualité de vie, piste d'athlétisme, service incendie, réseau d'égouts d'aqueduc. Présentement, tu as des terrains qui ont un service ou un 2 services. Donc c'est intéressant aussi pour être attrayant pour les gens qui veulent venir s'établir à Grande-Rivière. Bravo. Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie.